Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder François. Est-ce que notre mode de vie est adapté à un être humain? Tout simplement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre invité du jour. Bonjour Florian Gomet. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le personnage principal du film documentaire produit par T-Prod, réalisé par Pierre Barnarias et Alexandre Renaud, qui s'appelle L'Empreinte. C'est un acte de foi en la vie. Je crois véritablement que tout ce dont j'aurai besoin, je vais le trouver sur le chemin. L'espérance de vie, certes, augmente, mais on vit aujourd'hui en mauvaise santé. On est malade de plus en plus jeune. On est dans une vraie cacophonie nutritionnelle. Les gens, sauf s'ils sont vraiment sensibilisés à la nutrition, très souvent sont perdus. Dankeschön. La première leçon de ce voyage, si je me coupe des autres, je me coupe de moi-même. On a l'impression qu'il va à l'encontre de tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais peut-être que justement, c'est peut-être le monde qui tourne à l'envers. On est juste là pour réaliser que tout est possible, que tout est merveilleux. Et si on le réalise, à ce moment-là, on crée de belles choses. Et si on ne le réalise pas, eh bien, on se laisse bouffer par les peurs et c'est la destruction. Ça sortira début juin ou courant été, voilà, la date n'est pas encore fixée. C'est ça. Et donc vous avez couru, c'est centré sur vous et votre prouesse. C'était quoi, une performance sportive? Vous avez couru à travers toute l'Europe, notamment pieds nus et avec un mode de vie, comment on peut dire, alternatif. C'est ça, j'avais le moins de technologie possible, donc pieds nus, sans argent, sans équipement. J'avais pas de téléphone, de montre, de carte, de boussole, j'avais rien de tout ça. J'avais juste ma petite banane avec le matériel pour me filmer. J'avais pas de passeport non plus, donc il y avait aussi un côté désobéissance civile et retour à la souveraineté individuelle à travers ce voyage-là. Et puis aussi au niveau de mon alimentation, je me suis nourri exclusivement de fruits et des légumes crus. Donc c'était une manière de tester mon alimentation qu'on appelle l'alimentation vivante pour voir... c'est le régime frugivore, c'est ça, frugivore, voilà. Donc pour voir quels étaient les bénéfices que j'allais pouvoir tirer de cette alimentation qui jusqu'à présent m'a fait beaucoup de bien. Et puis de voir ça dans un contexte, on va dire, un petit peu particulier, extrême, en courant un marathon par jour, pour voir si, en mangeant que des fruits et en faisant uniquement confiance au corps humain, c'est-à-dire en partant sans rien, j'allais pouvoir tenir le rythme et pouvoir traverser toute l'Europe comme ça. Un marathon par jour, c'est 42 km. Un marathon, ouais. C'est ce que... Ouais, j'ai couru même 45 km par jour en moyenne. On a arrondi un marathon par jour. Et donc, selon vous, on en parlait un petit peu avant cet entretien, c'est quelque chose de naturel, c'est ce que vous me disiez. En fait, on devrait tous être capables de courir un marathon par jour. Oui, le corps humain est vraiment fait pour la course à pied. On a vraiment, d'un point de vue anatomique, plein d'indicateurs qui nous laissent à penser que le corps humain est fait pour ça. Et la question qu'on pourrait se poser, qui fait dire à pas mal de personnes qu'en fait on n'est pas fait pour ce sport-là, c'est que la moitié des coureurs se blessent tous les ans en moyenne. Et donc on comprend pas pourquoi les coureurs se blessent autant. Et derrière, selon moi, c'est lié à l'usage de chaussures et à l'usage aussi d'une alimentation qui est pas faite pour nous, qui fait qu'il y a plein de tendinites, de problèmes osseux qui vont se mettre en place, des douleurs qui vont apparaître. Et ma théorie, ma croyance, c'est que quand on s'alimente avec le bon carburant et qu'on court pieds nus, eh bien, on met toutes les conditions pour que le corps humain donne le meilleur de lui-même. Et à ce moment-là, on peut courir des grandes distances sans se blesser, sans artifice. J'avais pas une assistance derrière moi qui venait me donner des soins, kiné, massage ou autre. J'avais rien de tout ça. Et en plus, auparavant, avant ces changements alimentaires et ces changements dans ma manière de courir, ou quand je courais avec des chaussures, eh bien, je me blessais très régulièrement. Et il y a même une année où j'avais arrêté la course à pied. Et c'est ces problèmes de santé qui ont amorcé tous ces changements de vie, en fait. Justement parce que j'arrivais plus à courir, alors que j'étais loin de courir un marathon par jour à l'époque. Hein. Je faisais juste 3, grand maximum 4 sorties de 10 km par semaine, donc à peu près 40-50 km par semaine. Et c'était déjà suffisant à l'époque pour me blesser.
Et il m'a fallu une période de transition pour réapprendre à courir pieds nus, réhabituer mon corps à une nourriture végétale et vivante. Et puis, une fois que cette transition est passée, après, ce voyage-là, c'était pour montrer un petit peu l'heure du bilan. Qu'est-ce que ça a donné après 7 ans d'alimentation vivante et de course pieds nus? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat concret sur mon corps? Et donc, l'objectif là-dedans, quel était l'objectif pour vous? C'était un côté rebelle, un côté de provocation sur notre mode de vie? Quelle était l'idée de base? Alors ça s'est joué sur plusieurs plans. Comme à chaque fois que je pars en expédition, il y a plusieurs raisons qui me font partir. La première, c'était déjà de m'amuser. C'est-à-dire de répondre à un élan du cœur ou de l'âme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire il y a une sorte d'appel, une intuition qui me prend aux tripes. Et en fait, ça me lâche plus. Et en fait, Parce que vous ne vous amusez plus dans votre vie d'avant? C'est ça, voilà. Avant, j'ai commencé ma carrière comme prof de maths. Pendant 2 ans, j'ai quitté parce que je sentais que c'était pas le truc où j'allais m'épanouir. Et après, je me suis dit, je vais choisir quelque chose qui vraiment me motive et où j'ai envie de m'éclater. Et en fait, quand j'ai fait ce métier de prof de maths, c'était un petit peu pour répondre à des attentes autour de moi. C'était aussi parce que c'était ce que la société me proposait, un cursus universitaire, etc., où je me plaçais bien dans mes études, etc. Donc j'étais à l'aise là-dedans, c'était facile pour moi. Donc quand on est à l'aise dans un système, on a envie de continuer. Et puis en fait, quand au bout de 2 ans d'enseignement, je me rends compte que je suis pas à ma place et que ce métier-là me rend malheureux, en fait, j'ai pas trop d'autres possibilités avec mes diplômes, avec mon master de maths, d'aller faire une autre profession. Donc à ce moment-là, et puis je sens que quelque part j'ai été floué un petit peu par la société. Elle me vendait un modèle au départ. J'ai toujours été bon élève, premier de la classe à suivre ce modèle-là. Et au bout du compte, je sens que que c'est pas en répondant aux attentes et aux modèles qu'on me propose que je vais être heureux. Donc d'ailleurs, il y a probablement beaucoup de gens qui sont dans votre situation, des professeurs, des enseignants. Quel type de malaise, du coup, vous viviez à l'époque? Est-ce que vous pouvez en parler pour d'autres gens qui aussi peut-être souhaitent se reconvertir? Parce qu'après, vous allez en parler, vous vous êtes reconverti en tant que garde forestier, je crois. Dans les travaux forestiers. Forestiers. Donc vous aviez fait fi des 5 ans d'études que vous avez fait pour faire pour enseignant. C'est ça, ouais. Mathématiques. J'avais fait maths sup, maths spé en prépa à Lyon. Je voulais devenir astronome à l'époque, et puis au niveau des concours, j'ai pas eu les concours que je souhaitais. Donc vous auriez été heureux si vous aviez eu ces concours? Je pense pas, non. Donc en fait, c'était une chance. À la fois, je rate les concours que je vise, ce qui fait que je deviens enseignant. Et puis mes 2 années d'enseignement se passent mal, ce qui fait que à nouveau, je rate un petit peu entre guillemets le modèle qu'on me proposait. Et au final, à force d'enchaîner les échecs, ce sentiment ce malaise intérieur, ce sentiment de pas être à la place, de faire quelque chose qui est pas ce que je me suis rendu compte quand j'étais prof de maths, par exemple, c'est que les enfants, il y avait un tel malaise chez les enfants qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur apprenne Pythagore ou Thalès, mais qu'en fait, ils avaient besoin qu'on s'occupe vraiment d'eux. C'était tellement un travail tellement plus important qu'il y avait à faire avec les enfants que simplement leur donner des savoirs. Donc là, c'est une sorte de lanceur d'alerte aussi que vous essayez de nous transmettre pour aussi les professeurs qui sont là aujourd'hui. Du coup, ou c'est pas forcément les professeurs, c'est peut-être l'enseignement, l'éducation nationale? Oui, j'étais dans l'éducation nationale et en fait, je sentais que ma mission d'enseignant m'échappait. Et en fait, pourtant l'enseignement, c'était quelque chose que j'avais à cœur. J'avais vraiment cet élan à l'intérieur de moi de transmettre quoi? À la limite, c'était peut-être le sujet qui était pas bon. Les maths, c'était un truc qui me passionnait. Ça faisait partie du cursus proposé par l'éducation nationale. Et au final, je me rends compte que les enfants ont d'autres problématiques que d'apprendre ça, ce qui font qu'ils sont pas réceptifs à recevoir un enseignement parce que leurs problèmes au quotidien dépassent largement ça, quoi. Et donc, voyant que mon travail est à la fois inutile pour les enfants et en plus de mon côté, je ne m'épanouis pas là-dedans, je me dis, je vais pas tenir une carrière à faire un truc qui à la fois sert pas aux élèves et qui, moi, me rend pas heureux, quoi. Donc, je me dis, si je reste là-dedans
et c'est là, je crois, que ce qui fait la différence avec peut-être ceux qui vont rester dans un modèle qui leur convient pas, c'est cette sensibilité de me dire, là, je suis en train de mourir à petit feu. Et dans quelques années, c'est les antidépresseurs, c'est la dépression, etc. C'était l'avenir que vous voyez pour vous. C'était vraiment ce que je ressentais, quoi. Et c'est vraiment cette sensibilité-là de me dire, si je reste là, je meurs à petit feu. Vous voyez des collègues à l'époque qui étaient comme ça, oui. Qui vous donnaient ce modèle? Oui, je vois, il y avait tous les âges, hein, quand on côtoie les profs dans la salle des professeurs, et donc je voyais un petit peu ce que je pourrais devenir aussi plus tard. Ça me parlait pas du tout. J'avais pas du tout envie d'attendre que la vie passe pour attendre une hypothétique retraite et profiter de ma retraite. Ça, c'est un truc qui m'a jamais parlé. Et la chance que j'ai eue, en fait, finalement, c'est que j'ai vraiment cumulé beaucoup de problèmes, des conflits avec les élèves, des conflits avec les parents d'élèves, des conflits avec l'administration. Et en fait, il y a tout qui me tombait dessus, quoi. Toutes les portes se fermaient. Sinon, peut-être que j'aurais un petit peu enduré le mal, j'ai envie de dire, comme la souffrance, comme les autres profs le font. Mais là, c'était tellement violent de me prendre tout ça dès les premières années d'un seul coup, que je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas rester là-dedans. Et en plus, il y avait la perspective après d'être muté l'année suivante en banlieue parisienne, donc ça allait encore en rajouter une couche si jamais je persistais dans cette idée-là, quoi. Et donc là, le constat est flagrant. En fait, ça me rend malheureux. Je sens que je vais vraiment mourir à petit feu, passer à côté de ma vie, en fait. Et donc, comme tu le disais, je balaye toutes ces années d'études d'un revers de main, devant l'incompréhension familiale aussi. Et puis, j'ai même pas l'idée de me dire, je vais chercher, je sais pas, un poste comme comptable, banquier, un truc, vaguement un rapport avec les maths, parce que déjà, je savais qu'il n'y en avait pas vraiment. Les maths, c'est quelque chose qui va bien au-delà d'un simple fait de... Donc, cassure et travaux forestiers. Voilà. Et donc là, je sens que... Reconnaissance de la nature. C'est ça, ouais. Okay. Je sens que je suis allé au bout du système. Et en plus, comme j'ai toujours été premier de la classe et à faire ce qu'on me demandait, quand je suis prof de maths, je vois qu'en fait, je me sens quelque part trahi, en fait. C'est-à-dire, j'ai fait ce qu'on me demandait et au final, on me donne un salaire qui est pas terrible et en plus des conditions de travail qui sont vraiment déplorables. Qui vous le demandez, l'organisation systémique de la société aujourd'hui? C'est quoi? C'est quelque chose d'informel? Qui vous le demandez? Eh bien, on avait à la fois... C'est tout ça à la fois. D'un côté, il y a l'éducation transmise par les parents qui veulent le meilleur pour leur enfant. Ils ont un schéma, qu'est-ce que réussir pour un parent, qu'est-ce que le parent veut pour son enfant. Donc il y a ça qui imprègne, il y a aussi ce que la société vend comme étant une réussite, prof, ingénieur, etc. Tout ça, ce sont des statuts qui font que quand on a ce statut-là, peu importe qu'on soit heureux ou pas heureux, la société, elle esquive ce genre de questions-là. Mais du moment qu'on a l'étiquette qui fait que la société dit bah, ça c'est bien, alors à ce moment-là, les parents sont rassurés, puis nous, à la limite, on devrait être rassurés aussi et ne pas se plaindre parce qu'on a ce statut-là. Et au final... je me rends compte que moi, à l'intérieur de moi, ça résonne pas. C'est-à-dire, on peut me mettre n'importe quelle étiquette. Si au fond, je suis pas heureux, bah, la sécurité de l'emploi, le statut social, etc., moi, ça m'intéressait pas du tout, quoi. J'étais pas dans une quête de ça. Je voulais simplement faire quelque chose qui me plaît, qui a du sens, qui me rend heureux et puis qui me permet aussi de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. On entend beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans cette volonté justement de changer, de remettre en question ces codes sociaux, on va dire. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez, le collectif de personnes qui sont dans ce type de valeurs-là, comme vous, est-ce que vous pensez qu'il faut se poser en société et redéfinir ce que doivent être les bons codes sociaux? Comment est-ce que vous voyez la chose, en fait? Je vois les choses différemment, c'est-à-dire que pour moi, la solution, ça va être de se reconnecter à ce que l'on aime vraiment, à notre individualité, à notre humanité. Et donc, en fait, plutôt que de construire ou de trouver d'autres marques, d'autres schémas, ça va plutôt être de comprendre comment est-ce que la société et l'humain fonctionnent, de voir qu'il y a des croyances qu'on ingère,
qu'on fait siennes, alors qu'en fait, ça reste vraiment des croyances, mais elles sont pas identifiées comme telles. Et une fois qu'on commence de comprendre comment on fonctionne, comment la société fonctionne, comment est-ce qu'on absorbe des croyances et on les fait siennes, à ce moment-là, tout d'un coup, on a la possibilité de pouvoir exprimer qui on est. Et c'est pour ça que je suis pas du tout favorable. Enfin, c'est pour ça que pour moi l'avenir c'est pas de trouver de faire une nouvelle république, de faire une vraie démocratie, une nouvelle démocratie, d'avoir des dirigeants non corrompus ou meilleurs ou tout ce qu'on voudrait. Pour moi, la solution en fait, c'est que l'humain se réapproprie en fait sa vie, ses croyances, fasse ses propres choix. Et en fait, quand l'humain est reconnecté à ça, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'avoir des gouvernements ou des choses qui vont venir nous diriger parce qu'on est reconnecté à cette conscience-là. Et du moment qu'on comprend comment on fonctionne, qu'on est reconnecté à cette conscience-là, eh bien à ce moment-là, on peut vivre en harmonie, en fait, sans que ça soit le désordre, le chaos. Voilà. Et c'est pour ça que je critique pas non plus ce qui se fait actuellement dans la société avec le passage en force, avec les règlements, etc. Parce que tant qu'on n'est pas suffisamment conscient de comment est-ce que l'humain fonctionne, à ce moment-là, eh bien les règles, c'est une sorte de garde-fou pour éviter l'expression de n'importe quoi. Et au fur et à mesure qu'on va se reconnecter à notre essence, à notre nature, à nos vrais besoins, qu'on va comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, à ce moment-là, progressivement, on aura de moins besoin de ces règles, de ces schémas, de ces structures, et tout d'un coup, ça va paraître complètement désuet, mais quand ça sera le bon moment, en fait. Et ça va se faire naturellement. Donc là, par exemple, une question qui m'intéresse là-dessus, parce que je ne l'ai jamais entendu dans les médias, quelque chose comme des travaux forestiers, comme ce que vous faisiez. Comment, pour vous, de quelle manière, pour vous, ce devrait être un statut plus prestigieux, peut-être, je ne sais pas, je ne formule pas forcément bien ma question, mais comment est-ce que vous pensez que ça devrait avoir une place plus haute dans la société, par exemple, que enseignant ou expert comptable, comme vous disiez tout à l'heure, ou des choses comme ça? Pour moi, ça a été un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire une profession intermédiaire avant celle que je réalise actuellement. Et donc, quand je démissionne, là, toute ma carrière auparavant était tracée, éducation nationale, retraite et ainsi de suite. Tout d'un coup, je me retrouve face à une page vierge où tout est à écrire. J'ai plus du tout envie d'utiliser mes diplômes parce que rentrer dans le système, j'ai vu que si je suis ce qu'on me dit, au final, je vais me sentir exploité ou en tout cas, je vais pas faire un truc qui me plaît. Donc ça, je veux laisser de côté. Et là, j'ai envie de faire un truc qui vient de l'intérieur, qui est pas c'est bien, c'est prestigieux, c'est intelligent de faire des maths, etc. Là, je veux un truc qui jaillit de l'intérieur. Et un petit peu par hasard, je lis des bouquins d'aventuriers comme Mike Horn. Mike Horn a brisé des limites, en tout cas à l'intérieur de moi, des croyances comme quoi il y a des choses qu'on peut faire avec le corps humain qui sont en apparence illimitées et qu'en plus, on peut en faire son travail. Donc, j'avais pas à l'époque cette ambition d'en faire mon métier, mais je me suis dit, en tout cas, moi, j'ai envie de faire de l'exploration du corps humain, l'exploration de la nature, sans même m'en rendre compte. En fait, je renouais avec ce que mon enfant intérieur souhaitait faire. Au départ, je voulais être astronome, explorer finalement l'univers. Donc là, je renouais avec ce besoin, cette envie d'explorer. Et puis c'était quelque chose là qui venait vraiment de moi et pour lesquels il n'y avait aucun code. C'est-à-dire il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'école, il y a rien qui t'aide à devenir explorateur. C'est le champ libre, quoi. Et c'est vraiment ça qui me plaisait finalement là-dedans, c'est que là, tout d'un coup, il n'y avait pas de il faut faire ou on doit à suivre un protocole particulier. Tout d'un coup, là, c'était vraiment juste moi qui allais faire comment est-ce qu'il sentait la chose uniquement. Et comme j'étais pas professionnel de ce métier-là, de ce milieu-là, que j'avais toutes mes preuves à faire, il me fallait un métier qui me permette de payer mes factures, d'acheter mon équipement, de payer mes billets d'avion, etc. Et donc je me suis dit, en fait, je vais faire un métier qui va me préparer physiquement, qui va m'habituer à être dehors par tous les temps. Parce que si j'ai un métier dans un bureau, si mon entraînement c'est juste le soir quand je rentre, ça va pas être suffisant pour être aventurier.
Donc je me suis dit, je vais choisir un métier difficile physiquement et en plein air. Et là, je me suis dirigé dans la formation de bûcheron. Puis au final, il n'y avait quasiment pas de débouché dans le bûcheronnage parce que c'est quasiment que des machines qui abattent les arbres maintenant. Et donc je me suis reconverti plutôt dans la sylviculture, c'est-à-dire la plantation d'arbres et le nettoyage de plantations avec une débroussailleuse et une petite tronçonneuse. Ce qui restait quand même un métier physique, qui m'a bien préparé physiquement, et un métier aussi qui m'a permis de me sentir libre. C'était quelque chose d'important pour moi parce que j'étais à mon compte, je m'organisais comme je veux, je prenais des congés quand je voulais, et comme ça tous les ans après je partais en expédition avec grâce à mon travail qui me préparait du mieux possible. Et en fait, d'année en année, en fait, on a tellement coupé des arbres pour à la place mettre des douglas que c'est devenu une monoculture. Et donc, ce côté un petit peu campagnard où j'habite en Bourgogne, où il y a les prés, il y a les forêts, etc. Tout d'un coup, ça m'est apparu comme quelque chose de très civilisé finalement, c'est-à-dire presque un petit peu comme un champ de maïs, quoi. Et donc, au final, je me rendais compte que je participais à la destruction de la biodiversité. C'était toujours mieux que de planter des arbres que d'en couper, et toujours mieux que de planter des arbres que d'aller travailler à l'usine, par exemple, pour fabriquer des pneus. Mais au final, je me mentais à moi-même en me disant, au final, je sentais que c'était pas un truc où j'allais pouvoir rester là-dedans très longtemps, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bond dans le temps pour on arrive vers la fin de cet entretien? Juste revenons au centre du film. Donc là, vous avez pu faire cette aventure et vous êtes parti à travers l'Europe. Alors, du coup, comment vous avez réalisé votre rêve d'aventurier au final? Eh bien oui, à partir de l'année 2015, j'ai réalisé 3 premières mondiales. La traversée de l'Amérique du Nord par moyen non motorisé. J'ai été le premier homme à traverser une chaîne de montagne sans manger. Mike Horn, il est en chaussures. Vous faites tout pieds nus. Déjà à ce moment-là. Ouais, pieds nus ou en sandales dans ma période de transition. Et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Et donc j'ai réalisé plusieurs premières mondiales. Ce film, l'empreinte pour moi, c'est un petit peu la consécration, j'ai envie de dire, de toutes ces années, cette dizaine d'années où j'ai fait des expéditions incognito, dans la plus grande discrétion finalement. Donc pour moi, c'est un petit peu un point d'orgue par rapport à ça. Et j'ai laissé aussi de côté mon métier forestier parce que je sentais que j'avais fait le tour et puis je voyais aussi les limites de ce travail-là et ça me convenait plus. Et maintenant, mon nouveau métier, c'est à la fois de continuer éventuellement de faire des voyages comme ceux-ci, même si je sens que là, j'arrive à la fin d'un cycle aussi. Mais maintenant, mon principale activité, c'est d'organiser des stages en fait avec ma compagne pour notre société Free Your Life. Et on aide tout simplement les personnes qui souhaitent changer de vie, que ça soit quitter un travail où elles sentent qu'elles tournent en rond et que elles s'épanouissent pas, que ça fait pas de sens dans la société, à la fois changer d'hygiène de vie parce qu'elles se rendent compte que la nourriture industrielle, l'addiction aux pâtisseries, aux sucreries, etc., ça plombe leur santé et ça les rend malades. C'est pas que de la reconversion, du coup. Professionnel. Non, c'est axé sur l'alimentation, c'est le noyau de nos stages, parce que ça a plein de répercussions en fait sur la santé dont on réalise souvent pas les conséquences. Donc le noyau, c'est l'alimentation vivante et autour de ça, on parle de l'hygiène de vie en général avec les bains froids, les respirations, yoga, méditation, les massages, toutes les pratiques, on va dire, alternatives de santé naturelle. On fait aussi tout un aspect développement personnel pour justement identifier nos croyances, nos limitations. Est-ce que c'est des pratiques alternatives ou est-ce que c'est des pratiques traditionnelles? Et aujourd'hui, on est dans les pratiques alternatives, dans notre mode de vie moderne. Alors, moi, je préfère parler de pratiques ou de techniques ou de connaissances multimillénaires, ancestrales, parce qu'en fait, tout ce que l'on propose actuellement, il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est juste qu'avec la technologie, avec la science, etc., on s'est cru plus malin que notre biologie, on s'est cru plus malin que la nature. Et au final, on est en train d'en revenir là. Pour moi, ce qu'on appelle alternatif, en général, c'est pas un adjectif que j'aime beaucoup parce que c'est... C'est celui que vous avez utilisé pour dire
vos pratiques étaient alternatives. Oui, ouais, c'est jamais un mot que j'utilise en temps normal. Voilà, c'était dans la conversation. Je préfère revenir dessus parce qu'en général, quand on va parler de techniques alternatives, ça va être pour continuer de vivre avec nos schémas, nos croyances sur continuer d'aller bosser, continuer de gagner de l'argent, continuer de vivre comme on vit, mais en essayant de trouver une solution parce qu'on voit qu'on est face à un mur. Et donc, on essaye de trouver des petites solutions avec le greenwashing, avec la voiture électrique ou je sais pas quoi, mais en fait, parce qu'on n'a pas envie de changer de mode de vie. Et moi, ce que j'expérimente et ce que je propose aux personnes qui viennent à nos stages, c'est carrément une autre manière de vivre. Donc, ça peut être alternatif dans le sens où, oui, c'est une alternative à la société de consommation, au capitalisme, mais c'est pas alternatif dans le sens où on utilise ce mot actuellement pour désigner des technologies ou des pratiques qui, en fait, ne veulent pas derrière remettre en question un mode de vie. Voilà. Et qui font que ça tourne en rond et qu'au final, c'est des fausses solutions. Vous avez parlé tout à l'heure un petit mot sur les chaussures. Vous avez traversé vous aviez dit au début de cette émission qu'on devrait tous être sans chaussures. Comment est-ce que je crois que c'était le terme que vous avez utilisé, il faudra écouter au début, mais du coup, comment est-ce que vous percevez les chaussures de notre société? Petite question comme ça, quoi. Est-ce que c'est important pour nous de en porter moins en général? Comment vous voyez la chose? Je trouve que cet exemple des chaussures est vraiment le reflet de ce qu'on pourrait utiliser comme rapprochement pour toutes les autres technologies. À savoir que le corps humain, lui, il est vraiment fait pour être pieds nus. Et que si on avait été pieds nus depuis l'enfance, on pourrait marcher dans la neige, on ne craindrait pas le froid, on ne craindrait pas les cailloux, parce que le corps, il est capable de se fabriquer une semelle sur mesure, épaisse, qui fait qu'on ne craint pas les bouts de verre, etc. Que le pied est vraiment très robuste, hein, c'est un organe extrêmement complexe et performant. Et ce qui se passe, c'est que en voulant se protéger au départ, ça part d'une bonne intention de moins subir le froid, de moins subir les agressions des petits cailloux ou des cailloux par exemple. Vous embêtez quand vous avez froid par exemple. Voilà, ce qui est mon cas. Donc on part derrière, il y a une bonne intention de vouloir se protéger, d'être moins soumis aux éléments. Et derrière, on invente une technologie, mais sans prendre conscience des conséquences qu'auront cette technologie. Et donc, un petit peu dans l'euphorie ou une forme de naïveté ou un peu d'arrogance aussi de l'humain par rapport à la nature, eh bien, fait qu'on adopte cette technologie de manière totale, sans se poser de questions, et qui fait que on va mettre des chaussures aux enfants qui savent à peine marcher, on va mettre des chaussures quand on est dans des maisons, des chaussures quand on est dans de la pelouse, ce qui fait qu'on met toujours des chaussures. Et au final, on apprend mal à marcher parce qu'on apprend à marcher avec des chaussures et c'est pas du tout l'idéal. Ça déforme la foulée, ça a plein de conséquences au niveau du dos, du placement des vertèbres, etc. Dès l'enfance. Et donc, ce qui fait qu'après, on s'affaiblit, on devient dépendant de la technologie. Mais alors, du coup, vous en imaginez, là, on est dans un bureau de travail, par exemple. Ici, vous imaginez des étages entiers de traders pieds nus, c'est le monde. Voilà. C'est ce qu'il faudrait. Donc après, les traders, peut-être que dans le monde qui se dessine, peut-être qu'ils seront plus là. Mais en tout cas, pour ceux qui continueront de travailler dans un bureau, carrément, de travailler pieds nus. Et l'idée, c'est là souvent on va caricaturer ma démarche, c'est de se dire à ce moment-là, on va revenir vivre dans une grotte. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. Et pour moi c'est pas du tout non plus contradictoire d'avoir un téléphone, d'utiliser un ordinateur, d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, parler de nos stages, etc. Parce qu'en fait j'apprends. Là vous utilisez aussi la technologie parce que en plus vous passez par nous, vous venez parler ici. Et pour moi c'est pas du tout une contradiction et j'ai aucun problème avec ça. Simplement dans la mesure du possible, je vais utiliser cette technologie en conscience. C'est quand vous cherchez un équilibre en fait, entre les deux. Par exemple, pour reprendre le cas des chaussures, je vais utiliser les chaussures quand j'ai trop froid, quand je fais des travaux dangereux, quand mes pieds commencent à être fatigués. Mais je vais pas utiliser de manière inconditionnelle des chaussures parce qu'à ce moment-là, je vais rentrer dans un affaiblissement de mon corps et après dans la dépendance à la technologie. Et cette dépendance à la technologie, en plus, font que les personnes, en plus, ont de plus en plus de problèmes de pieds et de problèmes de dos, etc. Alors que moi, j'en ai de moins en moins grâce à ces changements-là. Ce qui fait que cette course à la technologie, même si jamais on est complètement à l'aise avec ça puis qu'on a envie de plonger dedans corps et âme, le problème est que notre corps, notre biologie n'est pas fait pour ça et ça va engendrer des problèmes de santé derrière.
Et donc pour moi, l'idéal, on va dire, ça va être de réapprendre comment le corps humain fonctionne, de voir à quel point il est performant, à quel point le corps est résistant, résilient. Et puis une fois qu'on est retombé à nouveau en émerveillement face à la beauté, à la complexité infinie du corps humain, à ce moment-là, on va utiliser les technologies quand c'est nécessaire. Comme les réseaux sociaux, on est dans un monde où véhiculer de l'information, c'est capital en ce moment-là. Et si on n'utilise pas les téléphones, les réseaux sociaux, etc., cette information, elle passe pas. L'inconvénient de cette technologie-là, c'est que c'est addictif. On a tendance à plus communiquer sur les réseaux sociaux qu'en face à face. Mais si on les utilise bien, ça a des vrais avantages intéressants. Voilà, en tout cas, ouais. Donc en fait, c'est très intéressant, parce que c'était la question que j'allais poser, parce qu'effectivement, on va souvent ressortir il faut... quand les gens qui vont être dans l'opposition par rapport à vos valeurs ou ce que vous portez, que ce soit ça ou même des discussions sur, vous parliez du frugivorisme par exemple, c'est ça avec le végétarisme, les gens vont tout de suite aller à l'extrême, on peut plus rien manger, il peut plus rien avoir, on n'utilise plus rien. Voilà, vous c'est vraiment dans se servir des technologies, qui sont utiles. Carrément. Voilà. Donc Internet est plus utile qu'une chaussure. Actuellement, oui. Ouais. Actuellement, on n'a quasiment pas besoin de porter de chaussures à part l'hiver et de temps en temps, alors que la technologie avec Internet est pour moi vraiment importante. Et l'idée, en fait, ma logique personnelle, ma vision d'un humain épanoui, en fait, c'est de comprendre comment est-ce que l'on fonctionne, quels sont nos besoins biologiques, et ensuite de recréer dans notre quotidien une sorte de petite bulle où on va consacrer un temps pour l'activité physique. Ça, c'est rentré dans les mœurs depuis Coubertin, où on a compris que dans une société où on se fatiguait plus physiquement, il fallait inventer des rituels, des activités physiques pour qu'on se dépense parce que c'était un besoin. En fait, c'est la même chose. Notre corps, il a aussi un besoin de stimulation avec le chaud, avec le froid, avec de temps en temps la privation volontaire de nourriture, par exemple en jeûnant, en faisant le jeûne intermittent. Et donc créer des habitudes dans son quotidien sur mesure qui vont pas nous prendre toute la journée, mais qui vont nous prendre peut-être 1 heure ou 2 pour recréer ces conditions dans lesquelles le corps humain fonctionne bien. Et une fois qu'on a ces petits rituels qui sont mis en place, à côté, on continue de vivre comme les autres avec la technologie, avec un monde qui évolue, on s'adapte, mais on a cette base de sécurité, cette petite bulle où les besoins fondamentaux de notre biologie, du corps humain, besoins émotionnels, spirituels et autres, sont comblés. On arrive vers la fin de cet entretien, mais on ne peut pas parler de la nutrition, parce que c'est ce que vous partagez avec ces pratiques hygiénistes, ces stages sur la pratique hygiéniste. Rapidement, vous dites dans le film qui sortira, L'Empreinte, on rappelle, tout ce dont j'aurais besoin, je le trouverai sur le chemin. Donc c'est la croyance que vous avez. Comment est-ce que ça a été possible pour vous de faire cela, donc de trouver des pommes, des fruits, tout ce que vous voulez, alors qu'aujourd'hui, tout est propriété privée, par exemple, en France. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors concrètement, sur le terrain, il y a souvent les arbres fruitiers qui sont mis en bord de route. Et quand ils sont pas en bord de route, qui sont dans les cours, j'allais demander aux personnes, je frappais pour demander la permission. Mais ça, donc tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites. Alors aujourd'hui, dans le système actuel, on ne peut pas tous aller, si on allait se nourrir comme ça, ce serait compliqué. Alors l'idée de ce voyage-là, de l'empreinte, c'est pas de montrer une manière de vivre qui serait modèle ou qui serait adopté. C'est juste une expérience. C'est une expérience de vie. Sur du court terme. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre au quotidien, de vivre de briques et de broc et de cueillette et d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Pour moi, ça c'est pas comme ça que je vis. J'ai un travail. Je gagne de l'argent, je paye mes factures, le troc j'en fais quand c'est possible, mais c'est pas le truc, j'essaie pas de vivre sur la base du troc, etc. J'ai une vie relativement moderne somme toute. L'idée c'était juste sur une période de quelques mois de vivre une vie particulière où j'allais expérimenter de manière radicale plutôt qu'extrémiste. Radical, c'est le retour aux sources.
de manière radicale mes croyances à la fois sur l'alimentation, sur le fonctionnement, les besoins du corps humain, et à la fois mes croyances spirituelles, comme quoi avec la loi d'attraction, si j'ai besoin de quelque chose et si je le vibre, si ça vient du cœur, à ce moment-là, l'univers va m'envoyer tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Et donc pour moi, c'était une réussite. Ce voyage-là, cette expédition, parce que pendant 88 jours de voyage, tous les jours, j'ai mangé à ma faim, j'ai trouvé les fruits sur le bord de chemin. Quand il n'y en avait pas assez, je frappais chez les gens me donnaient des fruits. Toutes les nuits, sauf 3 nuits, j'ai trouvé quelqu'un qui m'hébergeait chez lui. Donc en fait, j'ai vraiment trouvé, comme je le pensais au départ, comme je l'avais dit, trouvé tout ce dont j'avais besoin sur le chemin. Et ce qui est important pour moi de montrer à travers ce film-là, notamment, c'est que si jamais c'était juste de la chance, que j'ai eu de la chance de pas me blesser en courant pieds nus, de la chance que je sois pas en carence avec mon alimentation, de la chance que les gens aient bien voulu m'ouvrir la porte, etc. Si on est vraiment honnête intellectuellement, on peut pas admettre très longtemps que c'est que de la chance, voilà. Parce que on peut pas, ça serait comme gagner au loto 200 fois de suite, c'est pas possible. Et donc, si jamais j'ai pu vraiment mener à bien ces 88 jours de voyage et traverser de l'Europe sans rien, c'est dans mes croyances à moi, dans ma vision à moi, que derrière ce que je crois sur l'alimentation, sur la vie spirituelle, sur la loi d'attraction, il y a vraiment un fond de vérité derrière tout ça. Sinon, pour moi, j'aurais pas pu le réaliser. L'empreinte, donc, on attend la date de sortie. Ce sera soit en juin, soit cet été, ou courant cet été. Produit, on le rappelle, par Pierre Barnerias, qu'on avait reçu ici il y a quelques semaines, et Alexandre Renoux. Merci d'être venu sur notre plateau, Florian Gommet. Merci pour votre invitation. Vous pouvez partager cet entretien sur tous les réseaux que vous suivez, et on vous le rappelle, François appartient essentiellement à ses lecteurs. C'est grâce à vos dons, et ça se passe si vous êtes intéressé sur francoir.fr/soutien. Merci beaucoup, Florian Gommet, à bientôt. Merci.